Avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Nous allons parler de l'Ukraine. Il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Ce sont les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous allons également parler de la RDC, un projet de loi controversé sur la congolité. Et puis on termine par le Burkina Faso. Pourquoi la CEDEAO est restée muette sur le délai de la transition dans ce pays? Maître Eric Emmanuel Sosa, bonjour. Bonjour Michel Tapa. Merci de répondre à notre invitation. On commence donc par l'Ukraine et cette sortie de son président qu'on voit, on le voit ces derniers temps. Il dit qu'il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Pourquoi cette sortie? Mais je suis heureux de constater que enfin la lucidité est de la partie. Parce que depuis bientôt 2 mois, on est dans ce débat et c'est ce qui a été, je crois, le casus belli de Moscou. Et finalement, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'aucune donnée n'a changé. Il appelle toujours au secours les mêmes alliés. L'Union européenne est littéralement à son chevet. Et malgré le fait que, militairement, il n'a pas la capacité de résister, on nous fait croire qu'il y a une résistance féroce et que bientôt ce sera la victoire. On a envoyé des tombereaux d'armes à l'Ukraine pour résister et affronter la Russie, pour finalement nous dire au bout de 3 semaines de guerre, après combien de morts, après combien de destructions, que finalement la raison pour laquelle on fait la guerre ne devrait plus exister. Pourquoi est-ce qu'en politique on peut tolérer qu'un homme politique qui est chef d'État ait une mentalité aussi aventureuse? On ne joue pas avec la vie des gens comme ça. Donc, il va aller expliquer au peuple ukrainien qu'il les a fait tuer parce que lui-même n'est pas lucide. C'est ça le problème? Enfin, j'aimerais qu'on m'explique. Ou bien c'est bien réfléchi. On savait avant que ce n'était pas possible. Avec ses alliés, on a bien évalué la chose dans sa faisabilité technique et politique. On a vérifié la pertinence du projet politique, qui est l'adhésion du pays à l'OTAN. Et on s'est parlé suffisamment. Et probablement aussi à la Russie pour peut-être donner des assurances, pour peut-être expliquer à la Russie pourquoi il est possible que l'Ukraine adhère à l'OTAN sans que cela représente un danger pour la Russie. C'est ça le problème, parce que ne l'oublions pas, nous sommes toujours dans un prisme de la guerre froide. Et on était dedans lorsque subitement on nous dit non, on ne comprend pas pourquoi un pays indépendant et libre ne devrait pas faire ce qu'il veut, c'est-à-dire adhérer à l'OTAN si ça lui chante. Et maintenant on nous dit, après 3 semaines de bombardement, après plusieurs dizaines de milliers de morts, très probablement, on nous donnera les chiffres bientôt, non, finalement, on considère que ce n'est plus une option, on peut passer à autre chose, franchement. Alors, maître, on sait que pour adhérer à l'OTAN aussi, c'est tout un processus. Peut-être que Zelensky se rend compte qu'avant d'arriver au bout, ce peuple, l'Ukraine, sera massacré finalement. Il est en train d'envoyer peut-être un message à Vladimir Poutine. Mais il ne s'agit pas que le peuple soit massacré. Il faut d'abord évaluer le profit qu'on peut tirer quand on est Ukraine, c'est-à-dire qu'on est dans ce sas, dans cette enclave en fait, entre les pays de l'Europe, de l'Ouest, ou les pays occidentaux si on veut, et la Russie. Il s'appelle les démocraties occidentales. D'accord, pourquoi pas. Versus la Russie qui n'en est pas une. C'est vrai, c'est une dictature. Il ne faut pas utiliser de périphrases pour qualifier le régime de Vladimir Poutine de dictature. Certes, mais bon, maintenant, on déclare la guerre à une dictature en proclamant son adhésion à l'OTAN pour après venir dire non, finalement, on retire ce projet mortifère. Vous allez me dire que c'est de la politique de bonne vision? Non. Alors, ce monsieur n'était pas un visionnaire, c'est un rigolo. Il était un comédien et il reste un comédien. Sauf que là, maintenant, il fait pas rire, il fait pleurer. Il fait pleurer les morts de l'Ukraine, que je déplore aussi. Alors, quel effet ces propos de Zelensky peuvent avoir en Russie et au niveau de l'Occident? Un probable apaisement, parce que en fin de compte, oui, le chiffon rouge est jeté à la mer, donc ça va, le taureau va se calmer. Le problème de la Russie, c'était sa sécurité. Et la Russie a toujours considéré que
un pays comme l'Ukraine, qui est finalement le dernier rempart, si l'Ukraine adhère à l'OTAN, c'en est fini de sa sécurité. Ce qui n'a pas été acceptable pour les Américains avec Cuba en 1962 ne peut pas l'être pour la Russie en 2022. On est dans un débat équidistant, à distance de 60 ans. Et ça n'a pas changé, le monde n'a pas changé. Enfin si, le monde a changé, on va dire géopolitiquement, beaucoup de choses ont bougé. Mais les prismes n'ont pas changé. On est toujours dans une logique d'affrontement potentiel entre l'Occident, l'OTAN, les États-Unis et la Russie. La Russie qui est restée le dépositaire finalement de ce qui était l'ancien bloc de l'Est, l'ancien pacte de Varsovie. La Russie en est devenue finalement la vestale et le garant. Alors, face à celui-là, si on veut la paix, il faut parler à celui-ci. On ne peut pas décider comme ça, de façon frivole, de l'adhésion d'un pays comme l'Ukraine. Parce qu'on a accepté, bon an mal an, et la Russie l'a fait à son corps défendant, l'adhésion de pays comme la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Puis ensuite, la Pologne, à ses frontières, quasiment à ses portes. Hein. Et puis, bon, la Hongrie et la Roumanie sont venus rejoindre le rang. Mais l'Ukraine restait ou devait rester une exception. Ça a été quelque chose qui a été dans l'agenda politique, géopolitique, tout le temps. Et puis finalement, il se trouve qu'à Kiev, il y a des hommes politiques arrivant au pouvoir et voulant jouer avec les nerfs des gens. Voilà. On pensait que cette aventure était possible et ils l'ont tenté pour des raisons purement politiciennes. Purement politiciennes. Ça, c'est un jeu politique de la classe politique ukrainienne. Le peuple ukrainien n'en demandait pas tant. Le peuple ukrainien ne réclame pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le peuple ukrainien veut d'abord vivre en paix. Et vivre en paix, c'est remplir les conditions géopolitiques pour que la Russie ne devienne jamais un danger. Si l'Ukraine est neutre, la Russie ne représente nullement un danger pour l'Ukraine. J'allais justement vous poser cette question. Ce statut que vous voyez aujourd'hui à l'Ukraine, la neutralité. Mais oui, parce que cette fois-ci, cette neutralité, elle a du sens. Aujourd'hui, tout le monde comprend pourquoi elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire à la paix dans le monde. Et je voudrais que les grands de ce monde, ceux qui se décrètent les maîtres du monde et qui sont à l'ONU et dans les grandes capitales occidentales, finissent par comprendre que, quand même, pour avoir la paix, il faut cesser l'arrogance. C'est cette arrogance qui amène tout le temps les guerres et les affrontements. Oui, ben nous sommes, le camp de la liberté. Nous sommes les démocraties occidentales. C'est comme ça qu'ils se définissent. Donc, en fin de compte, au nom de la démocratie et de quelle autre valeur, on envoie au casse-pipe de pauvres Ukrainiens qui n'en demandaient pas tant. Leur patriotisme est complètement digne et ils n'avaient pas besoin de cet affrontement pour être éprouvés. Alors, au même moment, on peut se poser des questions. Maître Éric Emmanuel Sosa, une partie de ces Ukrainiens ont envie de voir ailleurs, ont envie d'adhérer à l'OTAN, à l'Occident. Ok, alors, adhérer à l'OTAN, il faut savoir, pour faire quoi? En fin de compte, il faut se poser la question. C'est pas parce que c'est un jouet à la mode qu'il faut que tout le monde l'achète. C'est pas le nouvel iPhone, quoi. D'accord? Bon, mais c'est ça le truc. C'est que on a l'impression que finalement, vous voyez, nos hommes politiques sont un peu comme nos adolescents. Voilà, ils ont des lubies, ils ont des envies subites. Et on est dans une logique purement consumériste. Ah, ça c'est à la mode, donc il faut le faire. Oui, adhérer à l'OTAN, c'est bien, c'est la nouvelle boîte où il faut aller danser. Donc j'aimerais aussi qu'on m'y voit. Mais non, c'est pas ça. À quoi ça sert? Ça vous apporte quoi? Et dans quel but vous le faites? C'est peut-être voir ailleurs, mais voir ailleurs ce qu'on a déjà. Mon ami, on n'a pas encore vu en Russie. On est libre de penser quand même ainsi, maître. La Russie ne vous demande pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. La Russie vous demande de ne pas avoir des comportements qui sont potentiellement vulnérants pour elle. C'est ça ce que dit la Russie. Si vous faites ça, vous me rendez vulnérable. Alors, si
vous vous entêtez à le faire parce que c'est votre liberté, permettez que je protège ma souveraineté, ma liberté, que je garantisse ma sécurité. Ça, c'est difficile à comprendre. Non mais attendez, ce que ces gens n'acceptent pas pour eux, ils voudraient que la Russie l'accepte. Non. Vous avez parlé tout à l'heure du Cuba. Au même moment, maître, les États-Unis n'ont pas attaqué le Cuba comme cela se fait en Ukraine aujourd'hui. Mais attendez, bon, ils ne l'ont pas fait parce que Cuba était sous la protection de l'URSS à l'époque. Ils n'auraient pas osé. C'est ça, en fait. On est dans la géopolitique de la peur. Ils appellent ça de la dissuasion. Mais non, c'est la peur. C'est-à-dire créer la peur chez les gens pour qu'ils viennent se protéger chez nous. C'est-à-dire, là où il n'y a aucun danger, je vais créer la psychose pour que vous ayez besoin de moi pour vous protéger. Et donc finalement, bon, à la limite, je vous pousse au crime, vous allez vous faire taper dessus, et bon, je ne vais pas venir parce que bon, si j'y vais, bon, l'addition peut se corser, c'est pas uniquement vous qu'on va taper, on va taper d'autres de mes enfants, donc je ne vais pas y aller. Alors maître, on ne voit pas un peu plus de responsabilité au niveau de l'Occident, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, les États-Unis n'avaient pas osé parce que Cuba était sous la protection des Soviétiques, oui. Mais la Russie a attaqué l'Ukraine qui était entre griffes sous la protection de l'OTAN. Parce que la Russie sait que l'OTAN ne fera rien. Elle sait qu'ils ne font que des guerres d'intention. C'est ça. Mais regardez, mais ça leur fait une belle jambe hein, qu'on leur donne des armes dont ils ne savent pas se servir, les Ukrainiens. Ça leur fait une belle jambe qu'on leur envoie des cargaisons d'armes sophistiquées sans les modes d'emploi qui sont dans toutes les langues que vous voulez, sauf en ukrainien. Non mais franchement, c'est de la couillonnade. Alors maître, on va parler également de la RDC, de ce projet de loi controversé sur la congolité. On a connu d'autres mots, hein. Il y avait l'ivoirité également. Aujourd'hui, on parle de la congolité. Cette loi, c'est quoi précisément, maître? Écoutez, cette loi, c'est encore une provocation politicienne de quelques nervis hein, qui veulent en découdre avec un candidat potentiel dont ils pensent que s'ils l'attaquent sur sa naissance, ils vont l'empêcher de pouvoir compétir. Et qui est ce candidat? Il s'appelle Moïse Katumbi Tchampoué. C'est ça le problème. Vous voyez, en Afrique, on a le talent, vraiment, hein, on a le talent dans la malice. Vous voyez, on a du génie pour faire le mal. Pour créer des choses qui sont bénéfiques, apparemment, on a un peu plus de mal. Mais quand il s'agit de faire le mal, on est champion. Hein, créer des lois qui unissent les gens, ça on ne sait pas faire, ça ne nous plaît pas beaucoup. Faire des lois pour diviser la population, pour écarter des gens, on est champion de ça. Et c'est pour ça que dans des pays nombreux, hein, le Togo y compris, on traîne depuis des décennies dans la fange et qu'on n'avance pas politiquement et que la maturité politique a du mal à s'installer parce que y a des gens qui sont des champions du mal, de la malice pure. Voilà. Mais au Congo, dites-moi, on avait besoin nécessairement de faire une loi spéciale pour dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être de père et de mère congolais. Parce que, comme il est métis, on sait d'avance que sa mère ou son père ne serait pas congolais. Vous voyez un peu? C'est de la méchanceté, mais à l'état brut. Et c'est des hommes politiques qui le font. Voilà, et le Parlement est instrumentalisé pour assouvir le désir de vengeance. Enfin, il se venge même de quoi d'ailleurs? Ce garçon a démontré qu'il avait du talent. Ouais. Il l'a démontré en faisant des affaires, en gagnant de l'argent, sans voler l'État congolais, d'accord? Ça, lui, au moins, il a démontré ça. Il a gagné des milliards et il les a utilisés pour développer le Katanga dont il a été gouverneur. Alors, vous me dites qu'un fils aussi digne qui a dirigé l'un des États les plus prospères du pays et de bonne façon, sera incapable de diriger le pays. Ou alors non, il faut qu'on l'empêche de diriger tout le pays. Et c'est-à-dire que tout le capital de savoir-faire, tout le bénéfice d'efficacité qu'il a eu au Katanga, il ne faut pas que ça profite à la RDC.
Alors, maître, on sait que Moïse Katumbi Chapoué a été déjà la phobie du régime qui est passé, le régime de Joseph Kabila. Oui. Alors, avec Félix Tshisekedi, ce qu'on veut, on voit, est-ce qu'on peut parler de complicité entre les deux? Le député qui est porteur du projet, vous avez vu son pédigré politique? Alors, suivez mon regard. Finalement, le clan d'avant, il n'est plus là. Le clan maintenant a peur de Moïse Katumbi, c'est clair. Donc, qui va être le bénéficiaire de cette manœuvre malicieuse? C'est le clan qui est au pouvoir et qui a peur de Moïse Katumbi. Il faut le dire clairement. Hein. Alors, on parle de projet de loi controversé. Hein. Cela veut dire que ça risque de ne pas passer aussi. Hein. Mais elle est controversée parce que, Dieu merci, il y a des hommes politiques lucides dans ce pays. Il y a des hommes politiques qui sont de véritables patriotes, qui ne font pas uniquement un jeu politicien mesquin pour, voyez, braquer l'évolution des choses dans des sens pas nécessairement favorables à l'évolution de l'histoire. Parce que le Congo a besoin d'évoluer autrement et je pense personnellement que dans son évolution, dans son projet d'évolution, il a besoin de gens comme Moïse Katumbi. Si ce n'est pas comme chef d'État, au moins dans l'appareil d'État. Parce que, écoutez, l'Afrique a besoin que ses enfants valeureux, compétents, ceux qui méritent plus d'elle, soient mis aux affaires. Et pas les médiocres toujours. Mais malheureusement, nous avons des systèmes politiques qui promeuvent les médiocres. Par le jeu politicien, on promeut les médiocres. Et on met de côté, à chaque fois, les gens qualifiés. C'est ça le problème que nous avons. Il faut que nous nous réveillons. Ce n'est pas un problème congolais, c'est une maladie africaine. Et vous allez voir, elle va attraper quelqu'un d'autre à côté ou un peu plus loin. On n'est pas à l'abri. Mais il faut condamner, je veux dire, de toute force, toutes ces manœuvres, où que ce soit en Afrique. Il faut que les Africains s'insurgent contre ces pratiques-là. S'insurgent, littéralement. Alors, maître, on peut avoir des inquiétudes parce que je parlais tout à l'heure de l'ivoirité. Oui, on sait comment ça a été même instrumentalisé. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Oui. On peut avoir des inquiétudes pour le Congo, Kinshasa. Mais c'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle je dis, ceux qui sont vent debout contre ce projet, je leur souhaite du courage et du succès parce qu'il faut le combattre, ce projet. Il est malsain, nauséabond. Il est, à tout point de vue, il est inacceptable. Alors, on va profiter pour voir ce qui se passe aujourd'hui dans la classe politique au niveau de la RDC. Les élections, c'est pour bientôt. Vous voyez qui devant? Non, écoutez, personne. Non, le président Félix Tshisekedi. Je ne me hasarderai pas dans ce genre de pronostic, parce que pour la bonne raison qu'on ne connaît pas encore ceux qui sont les candidats potentiels. Ce pays regorge de candidats potentiels, d'accord? Parce que c'est vrai. Vous savez, et ils ont aussi le talent de faire le blocage. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se profile et qui a l'air d'avoir le vent en poupe, on fait tout pour le bloquer. Non mais attendez, on va jouer à ça combien de temps encore? On a besoin d'avoir un jeu politique apaisé pour nous consacrer au développement, parce que le problème des Africains, ce sont ces hommes politiques. Le problème de l'Afrique, ce sont ces hommes politiques. C'est sa classe politique, principalement. Disons-le sans embâche, hein, parce que bon là, on a l'impression, vous savez, c'est une vérité connue de tous, que moi je la dise ici, je ne fais que répéter ce que dit la rue. Ouais. Vous voyez, ouvrez la moindre petite radio de quartier, c'est ce que disent les enfants. Nos enfants aujourd'hui disent ça, et ils savent pourquoi ils le disent. Ils ne le disent pas uniquement par démagogie ou par aversion de la classe politique. Ils le disent parce que cette classe politique nocive les empêche eux-mêmes de faire des choses correctes. Je vous donne un exemple simple. Allez, par exemple, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Il y a des lois qui interdisent l'usage des sachets plastiques. D'accord ? Parfois même l'importation des sachets plastiques. Alors, quand la loi interdit l'importation, on a les usines de fabrication à domicile. Mais il n'y a personne qui s'attaque aux fabricants de sachets plastiques. Personne. Et quand vous allez chercher, c'est souvent des gens qui sont affiliés au régime respectif, hein, dans les pays dont on parle.
qui fabriquent les sachets plastiques et qui inondent les marchés. Alors ce polluant-là est partout, mais on dit aux gens, c'est interdit. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien pour trouver des emballages alternatifs. Non. Alors, maître, on a l'impression que les hommes politiques s'occupent plus du terrain sur comment changer les choses pour bloquer tel ou tel potentiel président. Mais sur le plan sécuritaire, on le voit en RDC, c'est le chaos total. Oui, les sur ADF, comment rester, comment rester au pouvoir et laisser l'Iturie aux Ituriens qui se fassent tuer, c'est pas grave, parce que régime après régime, c'est le ventre mou du Congo. C'est toujours par là que le danger est, c'est toujours par là que le pays est vulnérable, mais on ne fait rien. Qu'est-ce qui empêche ce grand pays de mobiliser l'ingénierie militaire nécessaire pour enfin chasser du pays ceux qui lui font la guerre? Mais non, on a l'impression que les régimes changent, mais pour les gens du Sud Kivu, de l'Ituri, etc., ça reste pareil. La frontière rwando-ougandaise est une passoire totale, et c'est là où des Congolais meurent tous les jours. Mais bon, apparemment, tant que c'est pas Kinshasa même, ça va, les gens dorment tranquilles. Vous voyez? Allez, on termine par le Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir qui a fixé son délai, le délai de la transition, 3 ans. Mais c'est surprenant, on voit la CEDEAO qui est restée muette sur ce délai. Vous savez, personnellement, moi, j'attends plus rien de la CEDEAO, hein. Rien du tout, parce que elle est douée pour prendre des sentences qui s'avèrent totalement inefficaces, parce que si les sentences de la CEDEAO étaient dissuasives, quand les Maliens ont dit 5 ans et qu'on a dit vent debout, on va vous sanctionner, vous allez voir, vous allez rendre gorge, les Burkinabés n'auraient même pas fait le coup d'État, mais ils l'ont fait. Bon, ils n'ont pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a une telle méchanceté vis-à-vis du Mali, et en même temps on se montre très accommodant avec le Burkina Faso, et même parce que peut-être eux ils ont fait un double coup d'État. Les Maliens? Les Maliens. Écoutez, bon, d'accord, alors c'est la doublure qui est sanctionnée ou le principe? Non mais attendez, entendons-nous bien, au premier coup d'État on avait fait quoi? On avait émis des sanctions et elles ont été appliquées véritablement, vous pensez? Non, le deuxième coup d'État, disons, on va dire, c'est un coup d'État rectificatif. Comme on dit dans mon langage procédural, c'est un itératif coup d'État, quoi. Hein, c'est pour dire qu'en fait, vous vous êtes trompé, nous sommes sous un régime de coup d'État. Voyez-vous? Et donc, finalement, on est en train de jouer à ça. La Guinée à côté, on n'a pas encore dit quel était le terme de la transition. Mais c'est un vœu pieux, mais il y a du wishful thinking. On dit, oui, bon, mais écoutez, nous voudrons que la transition soit de courte durée et que le pouvoir revienne très vite aux civils. Mais on ne dit pas dans quel délai ça pourrait se faire. La junte guinéenne, elle est tranquille, vous voyez, et on a fait ça, voyez-vous, la semaine dernière, au Burkina Faso, le nouveau président Damiba est allé prêter serment. Alors ça aussi, ça fait partie des choses, hein, parce que quand on condamne les coups d'État des militaires, il faut condamner les forfaitures des civils. Je vous explique pourquoi. Mais par contre, la CEDEAO ne dit rien sur ça. Je vous explique pourquoi. Quand on commet un coup d'État et qu'on dit que toutes les institutions sont suspendues, la Cour constitutionnelle, elle fait partie des institutions suspendues, n'est-ce pas? Bon, alors, pourquoi faut-il aller chercher et réunir les juges constitutionnels pour qu'ils viennent valider un coup d'État? C'est-à-dire qu'en fait, on transforme la Cour constitutionnelle en lessiveuse. C'est la blanchisseuse du coup d'État. Pour recevoir le serment d'une opération qui est illégale, illégitime et parfois criminelle. Pourquoi? Et ça, on va dire, non, mais c'est des civils, ils n'ont rien fait de mal. Si, ils ont commis pire, c'est-à-dire que quelqu'un a commis un crime, d'accord, et ils sont venus le porter au nu.
Vous comprenez ça? Et ça, je veux dire, personne ne parle de ça. Nous avons des cours constitutionnels solivaux qui sont capables, après un coup d'État, de valider le coup d'État sans qu'il y ait l'onction populaire. Ça, c'est encore plus grave. Donc, tant que vous aurez des cours constitutionnels qui valideront vos coups d'État, les gars, faites autant de coups d'État que vous pouvez. Parce qu'il y aura toujours une cour constitutionnelle pour dire vous avez eu raison de le faire. Il faut qu'on sache dans quelle logique on est. Si les coups d'État sont souhaités par la rue, acclamés par la rue, il n'est pas bon que ceux qui sont les garants, les gardiens de la Constitution, ceux qui sont chargés de la faire appliquer correctement, déraillent et valident le coup d'État en recevant le serment d'un chef d'État, auteur d'un coup d'État, qui n'a pas pris la peine de passer par la case élection. Donc ça aussi, ça fait partie de l'ensemble du ticket. Donc vous voulez dire qu'il faut voir les choses à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, quand un militaire prend le pouvoir par la force et que un civil vient valider cette prise de pouvoir par la force, ils sont tous coupables de la même manière. Donc quand on me dit renvoyer le pouvoir au civil, renvoyer le pouvoir au civil, et que déjà des juges constitutionnels qui ne risquent rien, hein, ils risquent rien à refuser. C'est-à-dire le pire, on va les prendre et on leur met le canon sur la tête pour dire vous recevez. S'ils refusent, on ne va pas tirer. S'ils refusent, on ne va pas tirer. Sincèrement. Je voudrais qu'on ait des hommes, enfin, qui soient des civils courageux. Pour dire non, là, un coup d'État, c'est un coup d'État. Il n'y a pas de raison de venir faire le blanchiment du coup d'État. Nous, on ne va pas faire. Comme ça, vous êtes respectés et l'histoire retiendra qu'il y a eu garçon devant le militaire qui a fait coup d'État pour dire on ne va pas valider. Jusqu'à ce que... Mais tant que vous avez des cours constitutionnels qui font ça, bon vent au coup d'État. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Sosa, l'éternel Maître Éric Emmanuel Sosa. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.